Rebonjour à tous. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer car nous allons commencer. Je suis sur scène avec Monsieur Sidi Oulta, le président de la Banque africaine de développement, AFDB, pour les anglophones qui, j'espère, ont pris leur traducteur s'ils ont besoin d'une oreillette. Merci beaucoup, Monsieur le Président Oulta, d'être avec nous aujourd'hui. Nous sortons à l'instant d'un panel consacré à une question devenue centrale pour le continent. Comment transformer l'abondance des liquidités, on entend ça, africaines, des liquidités publiques comme privées, en investissement de long terme réellement déployés dans les infrastructures, l'industrie et les actifs productifs, là où ça sert. Au fond, cette conversation nous amène naturellement à un sujet plus large, celui de la transformation du récit économique et financier en Afrique, parce qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus seulement de convaincre qu'il faut investir en Afrique, c'est de comprendre comment investir efficacement, durablement et à grande échelle. Alors, ma première question est relative au message que vous portez en ce moment sur l'idée d'une nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Pendant longtemps, l'Afrique a surtout été perçue comme un terrain d'exposition au risque. Comment convaincre aujourd'hui que le continent est aussi une opportunité d'allocation stratégique de long terme? Merci beaucoup. Comme vous le savez, le contexte international a souvent conduit les investisseurs à avoir un regard méfiant par rapport aux opportunités d'investissement en Afrique. Ceci est le fruit d'une conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui sont bien connus pour tous, donc je n'ai pas besoin de m'appesantir sur le diagnostic. Toujours est-il qu'il faudrait réellement aujourd'hui faire 3 observations importantes. La première observation, c'est que la tarification du risque africain est injuste, parce qu'aujourd'hui, le risque africain est pricé à plus de 150 points de base par rapport à des pays ou des institutions qui ont les mêmes fondamentaux se trouvant sur d'autres continents. Et donc, deuxièmement, que l'Afrique ne manque pas de ressources. Aujourd'hui, l'Afrique a plusieurs trillions de savings, d'épargne africaine. Et troisièmement, aujourd'hui, les potentialités économiques et humaines en termes de ressources naturelles et de ressources humaines sont suffisamment attractives pour les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui manque? En fait, il manque 3 choses. D'abord, il y a une fragmentation qui, à notre avis, doit faire l'objet d'une consolidation. Deuxièmement, il y a des réformes nécessaires en matière d'harmonisation des réglementations des pays et des institutions pour qu'on puisse faciliter les mouvements de capitaux entre les pays africains et que pour que aussi les investissements africains fassent l'objet de standards comparables à ceux des autres continents. Troisièmement, il faut une intermédiation. Les investisseurs n'investissent pas dans des projets directement, les investisseurs institutionnels n'investissent pas, ils investissent dans des instruments. Et donc, on a besoin justement de cette intermédiation. Et c'est toute la logique que cherche à développer aujourd'hui la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Cette nouvelle architecture n'est pas en fait une institution ou bien une nouvelle manière de repenser l'existence des institutions financières africaines, mais c'est une manière de consolider et de ramener toutes les institutions à travailler ensemble. Et c'est là suivant 4 principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de la subsidiarité. Le deuxième principe, c'est celui de la complémentarité. Le troisième, celui de la coordination. Et le quatrième, la transformation des risques. Et c'est avec ces 4 principes et ce concept de nouvelle architecture financière africaine pour le développement que vous espérez changer le récit sur le risque et corriger en fait les erreurs
de perception des investisseurs internationaux en Afrique? En fait, la perception du risque en Afrique n'est pas réellement basée sur des données empiriques, parce que les données montrent, quand on prend par exemple les données de Moody's, elles montrent que le risque sur les infrastructures africaines est autour de 5,5%, ce qui est en deçà de l'Europe occidentale qui est à 5,9% et très en deçà de l'Amérique latine qui est à 12,9%. Si on prend par exemple la base de données GEM, qui s'appuie sur 30 années de données avec plus de 26 banques multilatérales de développement et institutions financières, on voit que le taux de recouvrement en Afrique est de 72%, ce qui est très très élevé par rapport à d'autres continents. Et on voit que le risque sur le secteur privé n'est que de 3,5%. Donc en fait, les données montrent que le risque africain n'est pas aussi important qu'il a été présenté dans les médias, dans certains rapports d'agences de notation. Et donc, c'est quand même pour cela que nous, au niveau du groupe de la Banque africaine de développement, on travaille avec les autres institutions africaines pour réellement apporter une nouvelle dimension à la perception du risque africain et mettre en relief que l'Afrique n'est pas aussi risquée que d'autres parties du monde qui, aujourd'hui, reçoivent des flux importants d'investissement. Alors, ma deuxième question, c'est comment on fait pour passer de l'appétit à investir en Afrique, à vraiment investir en Afrique. Et le paradoxe, il est connu, il est que les capitaux existent, on en a parlé dans le précédent panel, notamment les capitaux africains, mais ils ne vont pas suffisamment vers les projets. Qu'est-ce qui concrètement permet aujourd'hui de faire passer des investisseurs de « je suis intéressé » à « je signe » concrètement, je signe? Qu'est-ce qui change? Il y a 4 choses qui ont besoin de changer. La première, c'est la préparation des projets. Nous devons avoir les capacités sur le continent de développer des projets. Et quand je dis développement de projets, ce n'est pas des études de préfaisabilité ou des études de faisabilité, c'est des projets proprement développés, selon les normes internationales. Deuxièmement, nous avons besoin de créer les instruments. Aujourd'hui, sans instruments, on ne peut pas demander à un investisseur, un fonds de pension, d'investir juste dans une route à péage ou dans un pont ou dans un port. Il faut créer les instruments, les véhicules nécessaires pour cette intermédiation. Et c'est l'une des priorités de la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Troisièmement, nous devons réformer les réglementations nationales. Par exemple, les fonds de pension aujourd'hui, pour la plupart, ne peuvent pas investir en dehors de leur pays. Même ceux qui peuvent investir en dehors de leur pays ont des limitations. Parfois, c'est 5%, parfois, c'est 15%. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Et quatrièmement, on doit aussi essayer de régler le problème du financement en monnaie locale. Parce que ceci aussi est une priorité importante. Parce que tant qu'on n'a pas pu investir en monnaie locale, financer les investissements en monnaie locale, on sera toujours en face du problème du repaiement et des dividendes qui seront en monnaie locale. Parce que la plupart des projets vont générer, particulièrement les projets d'infrastructure, vont générer des revenus en monnaie locale. Vous n'avez pas mentionné la confiance. Il faut peut-être aussi jouer, c'est aussi une des raisons pour changer du « je suis intéressé » à « je signe ». Je pense que la confiance vient de plusieurs facteurs. D'abord, elle doit être basée sur des données chiffrées. Et je pense que les données chiffrées aujourd'hui disponibles montrent très bien que le risque africain est surestimé. Donc, il s'agit aujourd'hui peut-être de mieux vulgariser ces données, de les mettre à la disposition du public et des investisseurs en particulier. Ça, c'est une action importante. Deuxièmement, au niveau des agences de notation, je pense qu'il y a eu un effort important qui s'est matérialisé. L'année dernière, par exemple, l'année 2025, on a assisté à 11 actions positives sur le continent africain. Donc ça, c'est une évolution. Malgré cela, malheureusement, le pricing n'a pas encore changé, mais je pense que c'est une question de temps. Et je pense que cette confiance va revenir. Troisièmement, nous avons besoin de montrer des success stories en Afrique qui vont attirer les investisseurs. Quand on fait preuve
de succès et quand on montre que nous avons créé des histoires de réussite, cela permettrait d'attirer d'autres investisseurs. Quatrièmement, il y a aussi une dimension psychologique qui va rester et qui a besoin d'être confortée par un mécanisme de garantie. Et c'est pour cela que le groupe de la Banque africaine de développement, en travaillant avec les autres institutions financières africaines, a proposé justement la création du mécanisme panafricain de garantie et qui vient d'être entériné à Nairobi en reformant, en récapitalisant Atidi, qui va jouer le rôle d'agence africaine de garantie au même titre que MIGA. Je vais vous poser une question pratique pour que l'audience comprenne bien comment ça se passe aujourd'hui quand on vend la destination Afrique ou quand on convainc un investisseur de venir. C'est la question du couple risque-rendement. Quand vous échangez aujourd'hui avec les grands investisseurs mondiaux, quel est votre pitch pour l'Afrique? Et puis en retour, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce qu'ils attendent du continent? Est-ce qu'ils attendent plus de stabilité? Est-ce qu'ils attendent plus de profondeur financière? Est-ce qu'ils attendent davantage de projets bancables? Je pense que ça dépend des profils des investisseurs. Il y a certains investisseurs qui s'attendent à un retour sur investissement assez important, des rendements de l'ordre de 18-20%, ce qui est assez élevé. Mais il y a d'autres investisseurs qui seraient aussi d'accord pour des rendements en chiffres. Mais je voudrais répéter l'aspect psychologique. Aujourd'hui, avec tout l'historique que nous avons donc, de la présentation du risque africain comme étant un risque élevé, le narratif qui l'a accompagné, ça prendra du temps pour que réellement les investisseurs sachent que le risque africain peut être pricé à des niveaux raisonnables et que le retour sur l'investissement qu'on doit attendre dans l'investissement en Afrique ne doit pas être très élevé. Et je pense que donc, la vulgarisation des données sur les défauts en Afrique va beaucoup aider. Les dialogues avec les agences de notation et le rôle que la nouvelle agence africaine de notation, qui n'est pas là pour se substituer aux agences existantes, mais plutôt pour donner une vision beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus fondée sur les réalités africaines, de la réalité des risques africains, va aider. Et puis, je pense que le nouveau mécanisme panafricain de garantie qui va se matérialiser à travers la restructuration de Atidi donnera confiance aux investisseurs qui sont encore réticents à investir en Afrique. Monsieur Sidi Oulta, si nous nous retrouvons dans 5 ans, quel serait, selon vous, le signe que l'Afrique a changé véritablement de dimension financière? Je pense que dans 5 ans, mon espoir, c'est que l'Afrique aura déjà convaincu les investisseurs africains, institutionnels africains d'abord, d'investir en Afrique, mais aussi convaincu. Aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a que 1% des flux d'investisseurs institutionnels internationaux qui vont en Afrique. Mon espoir, c'est que dans 5 ans, cette situation changera et qu'on pourrait espérer avoir 10 à 20% des investissements internationaux. Au niveau du continent africain, je pense que la réforme des réglementations qui freinent aujourd'hui les investissements des fonds de pension et des autres investisseurs institutionnels, le financement en monnaie locale, la mise en place de cette garantie panafricaine et la mise en place de l'agence de notation africaine, tous ces facteurs vont contribuer réellement à donner plus de confiance aux investisseurs africains et aux investisseurs internationaux pour investir davantage en Afrique. Merci beaucoup, M. Sidi Oulta, président de la Banque africaine de développement, pour cette conversation.